Bon, la commu, est-ce que vous aimez le camping et les urbex? Perso, de notre côté, ce sont vraiment des activités qu'on adore avec Kratos. C'est toujours l'occasion de se reposer dans la nature pour l'une et de découvrir l'inconnu avec l'autre. Mais ce qu'on va vous raconter ce soir risque de vous faire changer d'avis. Mais avant de vous laisser avec la première histoire, n'hésitez pas à vous abonner si vous nous découvrez et liker la vidéo si elle vous plaît. C'est vraiment un petit geste pour vous, mais ça nous aide énormément. Alors merci beaucoup de prendre ce temps, sincèrement. Sur ce, éteignez les lumières et montez le volume, on est parti pour 3 histoires flippantes. L'histoire est celle de Emma et Julia, deux jeunes femmes de la vingtaine qui viennent de rentrer d'un camping dans une région reculée des États-Unis. L'idée était simple, elles se sont aventurées dans un endroit peu fréquenté mais assez populaire parmi les locaux qui aiment camper. Dès leur arrivée, elles installent leurs chaises et leurs tables et se détendent, profitant de la nature environnante. Peu de temps après, les choses bizarres commencent alors qu'elles voient une voiture passer devant leur campement. Et à l'intérieur, 3 hommes d'un âge légèrement supérieur au leur les regardent. On est d'accord, ça part très vite en cacahuète. Emma et Julia pensent d'abord qu'ils cherchent simplement un bon endroit pour camper, mais quand la voiture fait demi-tour et repasse encore une fois devant elles remarquent que l'un des hommes tient un téléphone et semble les filmer. Je sais pas si vous avez vu l'horrible film Eden Lake, mais ça fait clairement penser à ça. Bon, trouvant ça étrange et en bon réflexe, Emma s'approche pour prendre en photo la plaque d'immatriculation de la voiture, mais découvre que les chiffres sont recouverts de peinture noire. On est d'accord, c'est un détail carrément flippant qui indique que les jeunes hommes ne veulent a priori pas être identifiés. Mais les deux femmes sont équipées et résolues. Rien ne va arrêter leur petite escapade et donc armées de leur meilleur spray anti-ours, elles décident quand même de rester sur ce campement malgré cet incident un peu étrange. Mais quand même, par précaution et pas 100% sereine, elles mettent en place une tente vide et choisissent de dormir elles-mêmes dans la voiture pour tromper d'éventuels intrus. Enfin bon, ça sert certainement à rien et peut-être qu'elles sont tout simplement un peu parano. Peut-être. Bref, la nuit tombe et les deux femmes s'endorment de la voiture. Mais très vite, elles entendent des branches craquer et se briser autour de la tente vide. Au début, elles pensent qu'un ours essaye d'atteindre leur nourriture suspendue en hauteur. On vous le rappelle, c'est tout à fait plausible, dans cette région des États-Unis, il y a beaucoup d'ours. Mais très vite, elles entendent également des voix masculines à l'extérieur et comprennent directement ce qui se passe. Emma lève discrètement la tête et aperçoit la même voiture qu'elles ont vue plus tôt. Complètement terrifiées et sachant que ces personnes ne leur veulent aucun bien, elles verrouillent discrètement les portes pour éviter tout bruit suspect. Les hommes continuent de parler, mais leurs voix sont difficiles à comprendre depuis l'intérieur de la voiture. Les bruits de branches se brisant et les bruissements augmentant, Emma et Julia se mettent sérieusement à craindre que les hommes ne tentent de leur voler leurs réserves de nourriture. Et on est d'accord, à leur place et vu les circonstances, on aurait carrément peur d'autre chose ou que ça aille plus loin. Les deux amis restent immobiles, espérant que les intrus partiront finalement. Et enfin, après ce qui semble avoir été une éternité, elles entendent les individus remonter et la voiture s'éloigner. Soulagées mais toujours terrifiées, elles restent dans la voiture jusqu'au lever du jour et rien d'autre ne se passera cette fameuse nuit. Mais au petit matin, quand Emma sort de la voiture, elle découvre une scène macabre qui la glace de terreur et dont elle se souviendra surtout toute sa vie. Au-dessus de leur tente, les hommes ont suspendu un cerf mort, fraîchement tué, dont le sang coule partout sur les parois. On vous prévient, les détails sont ultra glauques, mais les organes internes de l'animal ont été arrachés et ses membres coupés. Tous ces éléments sont disposés en cercle autour de la tente. Les personnes ayant fait ça sont clairement très dangereuses et il ne leur en faut pas plus pour le comprendre. Complètement horrifiées et à 2 doigts de vomir, elles quittent précipitamment le camp sans prendre le temps de démonter le matériel et de récupérer toutes leurs affaires. Et après avoir roulé à fond, une fois qu'elles arrivent à la frontière de la forêt, Julia capte enfin du réseau, parce que oui, en fait, un petit détail, mais elle n'en avait aucun, et appelle la police et les services forestiers pour signaler l'incident. Ces derniers essaient de les réconforter comme ils peuvent et finalement récupéreront leurs affaires. Mais tellement le choc a été violent, Emma ne veut même pas récupérer ses affaires, craignant une sorte de malédiction ou quoi que ce soit d'autre. Après ça, la police a enquêté pour retrouver les coupables et infliger une lourde amende. Même s'ils préciseront que ce que les hommes ont fait techniquement n'est pas illégal, bien que profondément perturbant, Emma, habituellement passionnée de camping, se demande à ce moment si elle pourra en fait un jour retourner camper après cette expérience terrifiante,
qui la marquera probablement à vie. Ok, Daniel nous raconte ce soir son histoire qui s'est passée alors qu'il était un jeune homme. Dès le plus jeune âge, il a en quelque sorte travaillé quelques années dans une laverie automatique située dans un quartier malfamé. Et même si son expérience de travail est parsemée d'anecdotes variées, celle qu'il s'apprête à nous partager ce soir est sans doute la plus effrayante. Bon, pour donner un petit peu de contexte, la mère de Daniel a pris un emploi dans cette laverie car elle connaissait le propriétaire et avait besoin d'argent supplémentaire. À l'époque, Daniel avait environ 10 ans et sa mère lui permettait de l'accompagner, lui donnant ainsi un petit salaire pour l'aider avec de petites tâches. Le petit garçon se rend à la laverie avec elle tous les soirs pendant des années et en grandissant, il continue de l'accompagner principalement pour veiller à sa sécurité. Parce que oui, ils ont souvent affaire à des clients agressifs, souvent ivres ou drogués, et ont dû appeler la police à plusieurs reprises. Malgré les inquiétudes de sa mère, Daniel insiste pour l'accompagner et est prêt à tout pour la défendre. Vraiment un grand ouf, c'est Daniel. Lorsqu'il a environ 12 ans, il se charge souvent de faire la fermeture et donc de dire aux gens qu'il est temps d'y aller. Ça lui arrive par exemple de remarquer des voitures garées derrière le bâtiment et donc il doit se charger de faire partir les occupants en leur criant qu'ils sont en train de commettre une infraction et qu'il appellera la police s'ils ne partent pas. Clairement, il faut pas l'énerver le Daniel. Mais avec le temps, il réalise que ce comportement a attiré l'attention de nombreuses personnes louches qui commencent sérieusement à en avoir marre de lui. Un soir, alors qu'ils arrivent à la laverie, ils découvrent que la serrure de la porte est cassée. Alors naturellement, vous devez penser à un cambriolage, mais non. Sa mère avait déverrouillé le bâtiment le matin même, donc ce n'était pas une tentative de vol, puisque la porte était déjà ouverte toute la journée. Un peu secouée et désorientée, elle envoie un message à son patron pour l'informer de la situation et demande à Daniel de lui signaler si quelqu'un arrive. Après environ 30 minutes et quelque peu remis de ses émotions, Daniel termine ses tâches et s'assoit pour dessiner dans son petit carnet. Mais à peine quelques minutes après s'être installé, il entend la porte s'ouvrir brusquement, ce qui le surprend car la boutique était indiquée comme étant fermée avec un panneau. Sa mère remarque aussi l'ouverture de la porte et indique que la laverie est effectivement close. Mais là, une voix d'homme un peu âgé répond qu'il est juste venu utiliser la machine à boisson. Bon, il faut savoir qu'il laisse généralement les gens utiliser les distributeurs, donc sa mère lui dit qu'il a quelques minutes et après retourne dans le stock pour bosser. Daniel est lui assis à environ 2 mètres de la machine à boisson. Il entend donc l'homme s'approcher mais ne lui prête pas vraiment attention. Il continue de dessiner jusqu'à ce qu'il sente un regard pesant sur lui. Et au même moment, il réalise qu'il n'entend pas le bruit des pièces de monnaie s'insérer dans la machine. Nerveusement, il jette un coup d'œil à sa gauche et voit un homme d'une 60aine d'années le fixer avec un grand sourire. Daniel sursaute légèrement mais force un sourire maladroit et retourne à son dessin. Tout ce qu'il veut, c'est que l'homme prenne sa boisson et s'en aille. Mais chaque fois qu'il détourne le regard, l'homme se rapproche en chuchotant doucement, son corps toujours orienté vers la machine à boisson mais son cou tourné vers Daniel. La panique monte en lui et il sait que ce n'est pas normal. Pas normal du tout. D'un coup, son corps entier lui hurle qu'il est en danger. Et donc, il se met à désespérément chercher son couteau dans son sac, mais se souvient finalement qu'il l'a laissé à la maison. Daniel est complètement pétrifié. N'ayant que peu de solutions et tout semblant se jouer à ce moment, il prend finalement la décision de fixer l'homme en retour, bien qu'il tremble littéralement de peur. Après ce qui semble être une éternité, l'homme rompt soudainement le contact visuel, crie à sa mère de passer une bonne journée et sort en se dirigeant vers le banc à l'extérieur. Daniel sent un immense stress s'échapper de lui et pense que le danger est passé, mais quand il se lève pour se rafraîchir le visage, il voit l'homme assis sur le banc dehors, en train de le fixer avec un sourire des plus malsains. Sans comprendre comment, il sait que l'homme est là pour leur faire du mal, c'est son instinct qui prend littéralement le dessus. La panique et la terreur le submergent. Il court donc se cacher dans le stock et explique tout à sa mère. Elle lui dit de courir jusqu'à la voiture pendant qu'elle se mettra entre eux avec du gaz poivré si nécessaire. En vrai, c'est quand même plutôt rare que les enfants soient pris au sérieux dans les threads d'horreur, donc franchement, tant mieux pour cette fois. Bref, Daniel obéit et court vers la voiture, mais alors qu'il passe devant l'homme, celui-ci se lève et commence à marcher vers eux en les fixant intensément. Sa mère lui crie de s'éloigner de la voiture et brandit son spray, lui indiquant qu'elle n'hésitera pas à l'utiliser. L'homme tente de commencer une conversation sur la marque et le modèle de la voiture, tout en fixant Daniel, comme pour faire diversion et détourner l'attention. Mais heureusement, sa mère l'ignore, saute dans la voiture, verrouille les portes et recule rapidement.
Daniel, ne pouvant plus supporter le regard de l'homme, se baisse dans son siège, mais peut encore voir ce dernier qui lève la main et lui fait lentement un signe de revoir avant de disparaître dans l'obscurité derrière le bâtiment. Cette nuit-là, Daniel n'a pas pu dormir. Il est terrifié à l'idée de revenir près de la laverie et de recroiser cette présence qui, malgré son sourire, avait tant alerté son instinct. Bon la commu, vous le savez, normalement on vous raconte toujours les histoires à la troisième personne après avoir intériorisé et reformulé les mots des protagonistes. Mais ce soir, on va tenter quelque chose d'un peu différent pour cette histoire, tellement la trouver bien racontée. Elle se passe en France et est terrifiante, surtout avec la vidéo jointe que vous allez voir. N'hésitez pas à nous dire si vous aimez ce changement de style en commentaire et sur ce, on est parti. Je veux partager avec vous une expérience qui m'est arrivée il y a quelques années, en 2009 ou 2010. À l'époque, j'avais fini mes études et je commençais à travailler dans ma première entreprise. J'avais décidé de prendre quelques jours de congé pour aller rendre visite à ma tante après le décès de mon oncle. C'était une période très difficile pour notre famille et je voulais lui apporter mon soutien. Après une journée passée chez ma tante, il était tard et je me dirigeais vers l'hôtel que j'avais réservé. Il n'y avait pas de place pour moi chez elle, alors j'avais opté pour un petit hôtel dans les environs. En conduisant à travers la campagne, je suis passé devant une vallée profonde et là, en contrebas, j'ai aperçu ce qui semblait être la toiture d'une assez grande bâtisse délabrée. L'aventurier en moi ne pouvait pas résister. J'ai décidé de m'arrêter et d'aller voir de plus près. La bâtisse était complètement isolée, perdue au milieu des arbres avec des murs décrépits et envahie par la végétation. Elle semblait abandonnée depuis des décennies. L'endroit dégageait une aura étrange, comme si le temps s'y était arrêté. Armé de ma lampe torche, je me suis aventuré à l'intérieur. La nuit était tombée et tout était plongé dans une obscurité totale, sauf pour la lumière de ma lampe qui balayait les pièces désertes. Chaque couloir que je traversais semblait plus sombre et oppressant que le précédent. Les murs étaient couverts de moisissures, la structure en ruine. Malgré l'atmosphère pesante, je continuais à avancer, mon esprit de découverte prenant le dessus sur la peur qui montait en moi. À un moment donné, je ressentis une présence. C'était subtil au début, une sensation de malaise qui me parcourait. Ma lampe torche a fini par éclairer une partie d'un vieux couloir où les murs étaient particulièrement abîmés. Le béton ébréché et les moisissures donnaient une impression de désolation. C'est là que je l'ai vu. Au début, je n'avais pas vraiment compris ce que je voyais. Quelque chose se tenait dans l'ombre. Mon esprit a d'abord refusé de comprendre ce qu'il voyait. Était-ce une vieille statue? Un mannequin abandonné? Mon cerveau cherchait des explications rationnelles, mais aucune ne semblait coller. Quand ma lampe torche a éclairé davantage, j'ai réalisé qu'il y avait une silhouette devant moi. C'est comme si elle avait attendu que je la remarque. La lumière a révélé des détails troublants. La silhouette avait une apparence anormalement effrayante, avec des traits indistincts qui la rendaient encore plus sinistre. Il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans sa posture. Elle dégageait une impression de menace imminente. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'étais paralysé, incapable de détacher mon regard de cette figure mystérieuse. Une partie de moi voulait croire qu'il s'agissait d'un jeu de lumière, d'une illusion, mais une autre partie, plus instinctive, savait que quelque chose n'allait pas. Et puis, d'un coup, la réalité de la situation m'a frappé. Cette chose, ou cette personne, était là avec une apparence effrayante et une posture menaçante. Juste au moment où je réalisais pleinement ce que je voyais, une peur intense m'a envahi. Ma main a tremblé violemment et sans le vouloir, j'ai appuyé sur le bouton de la caméra, la coupant net. La vidéo s'est arrêtée brusquement, mais le souvenir de cette silhouette est gravé dans ma mémoire. Avant même que je puisse reprendre mes esprits, je me suis retourné et j'ai couru aussi vite que je le pouvais. Je n'avais qu'une seule pensée, m'échapper de cet endroit. Mon cœur battait la chamade et chaque pas résonnait comme un coup de tonnerre dans le silence de la forêt. Je ne me suis pas retourné, pas une seule fois, jusqu'à ce que je sois hors de la maison et loin dans la forêt. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, je n'ai pas réussi à fermer l'œil. Chaque bruit, chaque ombre me rappelait cette silhouette terrifiante. Le sommeil m'a échappé, me laissant seul avec mes pensées troublées. Pendant des mois, j'ai fait des cauchemars, revivant cette rencontre terrifiante encore et encore. La silhouette, sa présence menaçante, tout cela hantait mes rêves, me laissant souvent en sueur, terrifié et incapable de me rendormir. Depuis, je me pose sans cesse des questions. Qui ou
Quoi était cette silhouette? J'ai essayé de me rassurer en me disant que c'était peut-être juste un sans-abri ou un autre explorateur. Mais pourquoi cette posture menaçante? Pourquoi cette présence glaçante? Ce n'est que bien plus tard que j'ai réalisé ce que j'avais vécu. J'ai essayé de faire des recherches sur cette maison, mais je n'ai rien trouvé. Aucun registre, aucune mention sur internet, rien. C'est comme si cet endroit n'existait pas. Ma tante qui aurait peut-être pu me donner des indices supplémentaires est elle aussi partie au ciel depuis. Je n'ai donc plus aucune possibilité d'obtenir des informations supplémentaires. Pendant des années, j'ai gardé cette expérience pour moi. Peut-être par peur de ne pas être cru ou simplement parce que je voulais oublier. Mais récemment, en revoyant cette vieille vidéo, j'ai décidé qu'il était temps de partager mon histoire. En la visionnant, j'ai ressenti les mêmes frissons qu'à l'époque. J'ai maintenant 35 ans et je n'ai aucun intérêt à mentir. Je publie ceci dans l'espoir que quelqu'un, quelque part, pourrait avoir des réponses ou des expériences similaires. Parfois, affronter ses peurs et les partager est la seule façon de tourner la page. En revoyant la vidéo, peut-être que vous y verrez quelque chose que je n'ai pas remarqué, ou peut-être que cela vous rappellera quelque chose de similaire. Quoi qu'il en soit, je suis impatient de lire vos retours et de peut-être, enfin, obtenir des réponses. Ok à la meilleure des communes, n'hésitez surtout pas à nous dire tout de suite en commentaire ce que vous avez pensé de cette dernière histoire qui franchement est ultra bizarre. Surtout qu'il y a vraiment une petite particularité dans celle-là, c'est qu'il y a une vidéo qui fait preuve. On est d'accord avec vous, c'est quand même super bizarre, surtout quand on voit ces images, même si en soi le récit en lui-même est ultra crédible. Donc bon, n'hésitez pas à nous dire vos avis, c'est hyper important. Et également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié l'épisode. Vous le savez, c'est hyper important. Et d'ailleurs, le petit like aussi, ça prend 1 seconde. Et ça nous met énormément en avant. Donc on compte sur vous, la commu, vous êtes les meilleurs. D'ailleurs, on a aussi changé un petit peu pour la dernière histoire. Comme vous l'avez vu, Kratos a raconté à la première personne. On s'est dit que ça allait rajouter un peu d'immersion à cette histoire, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, bien sûr. On espère que vous avez apprécié cet épisode. C'était Kratos et Joe, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ciao! Mais t'es une fin de tournage? Oui, c'est une fin de tournage du coup. S'il te plaît. On a un peu upgradé, maintenant on peut boire pendant qu'on tourne. Avant on n'avait pas le droit, les patrons ne nous autorisaient pas, maintenant on a le droit. J'ai rien regardé, je sais même pas qui a gagné contre qui. Du coup en France il y a tout le monde là, il y a Mbappé, il y a... Ah ouais c'est mal. Ah ouais, clairement. Attends, là si on tourne... Ouais t'es détard quand même. On tourne là. Comment on fait du coup? Comment tu me focus du coup? Donc là c'est pas moi qui monte là. Là je sais pas ce qui se passe, c'est pas moi qui vais cut là. 8 minutes 34 à skipper. Ça fait 8 minutes 34 que ça tourne. Après il y a du bloopers possible. Il y a du potentiel bloopers là-dedans. Voilà, non. Plein de l'écho qui passe. Bon la commu, vous le savez, normalement on vous raconte toujours des histoires à la 3e personne après avoir intériorisé et Ah oui c'est vrai, celle-là je voulais la raconter à la première personne, elle est ultra bien racontée. Je m'étais dit en fait j'avais envie de tester. C'est le coup du dentifrice, c'est horrible.